Alex, bonjour. Salut Pierre. Aujourd'hui, on analyse une phrase de Nietzsche qui nous a marqués tous les deux. Nietzsche dit dans les fragments posthumes, il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations. D'abord, je dois dire que moi, plus jeune, cette phrase, j'ai peut-être mal comprise. J'ai pensé que le mot fait était synonyme de vérité. Et donc que Nietzsche disait que les vérités, les faits sont flottants, que les jugements esthétiques ou éthiques sont durs à établir, que tout est une question de point de vue, d'opinion et de ce qu'il appelait le perspectivisme. Mais en fait, en parlant, j'ai compris que Nietzsche allait plus loin. Il dit qu'il n'y a même pas de fait matériel. Il attaque le fait qu'on puisse dire, en pensant que c'est la vérité absolue, qu'un triangle a 3 côtés. Donc, quelque part, maintenant, je le comprends plus quasiment comme une attaque de la science. Donc, c'est dur à réconcilier, c'est dur à comprendre. Dire qu'il n'y a pas de fait, ça a des accents un petit peu conspirationnistes. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est quand Nietzsche dit ça, où est-ce qu'il va en venir ? Alors, comment est-ce qu'il envisage les choses ? Tout se passe comme si, pour lui, voir un fait, c'est toujours exprimer la façon dont il m'affecte. Ça veut dire qu'il y a toujours du qualitatif en plus que du quantitatif. Et c'est sans doute pour ça qu'il peut dénigrer la science aussi. Alors, il y a des textes dans lesquels, surtout les premiers, qui sont mes préférés d'ailleurs, les plus nuancés, les plus subtils, Humain, trop humain, Aurore. Enfin, c'est pas les premiers. Le premier, c'est la naissance de la tragédie. Voilà, ça c'est sa période romantique. Mais Nietzsche devient surtout intéressant, je trouve, à partir de Humain, trop humain, Aurore. Et dans ces textes-là, il peut se faire l'avocat de la science. Il reconnaît qu'il y a un esprit de rigueur, que le scientifique prend sur lui, sans que ce soit un ascétisme coupable. Donc voilà, il peut comme ça inventer la science, et surtout, il aime bien la science en tant que c'est un instrument de critique de la religion, par exemple. Mais dans d'autres textes, plus tardifs, il va critiquer la science elle-même. Parce que faire de la science, d'après lui, ce serait tout réduire à du mathématisable. Comme si on réduisait la réalité à un composé de calcul. Et comme si ce qui est de l'ordre du qualitatif nous échappait à ce moment-là, en tout réduisant au quantitatif. Et il insiste sur le qualitatif. Je pense que ça vient du fait qu'il voit les choses dans la perspective de ce qu'il appelle la volonté de puissance. Au fond, tout ne serait que volonté de puissance. Il propose une sorte de métaphysique. Lui qui a longtemps été critique de la métaphysique, en fait, il bascule lui-même dans une démarche intellectuelle qu'il a d'abord critiquée. Et il pense que tout est réductible en matière de volonté de puissance. Et là, il se distingue de son maître Schopenhauer. Il n'a pas connu Schopenhauer, mais il a lu Schopenhauer, il a été influencé par lui. Schopenhauer disait que, au fond, le monde est volonté. C'est une volonté aveugle, universelle, qui se matérialise dans des phénomènes. Les phénomènes, c'est les choses telles qu'elles nous apparaissent, c'est le monde comme représentation, mais le monde en lui-même, il est que volonté. Or, Nietzsche reprochera à Schopenhauer de faire de la volonté quelque chose d'unique. Comme s'il n'y avait pas différentes sortes de volonté. Lui, il voit au moins 2 manières différentes de vouloir. Une volonté qui aime le risque et qui veut s'accroître en tant que volonté, qui veut avoir le sentiment de monter en puissance, de gagner en force. Donc, ce n'est pas une volonté de confort. C'est la volonté noble, une volonté qui serait celle du haut, une volonté aristocrate. Et ça s'oppose à une volonté basse, à une volonté non pas noble mais ignoble, une volonté plébéienne qui voudrait au contraire de la sécurité, du confort. Et lui, il y voit là un symptôme de dégénérescence. Et pourquoi est-ce qu'il n'aime pas la science ? D'abord parce que en tout réduisant à du mesurable, à du quantitatif, c'est comme si à ses yeux la science était aveugle à ces différences qualitatives dont je viens de parler. Elle ne peut pas distinguer 2 types de volontés qui, pour Nietzsche, sont là au cœur même du réel. Et d'autre part, il reproche à la science d'être animée par une volonté de sécurité.
il faut se rappeler que Nietzsche prétend inaugurer une nouvelle méthode en philosophie qu'il appelle généalogie. À partir de la généalogie de la morale, voilà, il parle de généalogie. Même si c'est une méthode qui pratique un peu avant de lâcher le mot généalogie. En gros, qu'est-ce qu'il prétend faire? Il prétend faire de l'observation psychologique. Ça veut dire que l'écrivain qu'il est se fait psychologue et le moraliste dont il s'inspire, des écrivains français du XVIIe comme La Rochefoucauld par exemple, se fait immoraliste. C'est-à-dire qu'il aime bien critiquer les mœurs en critiquant leur prétention à être un idéal moral. Bon. C'est-à-dire qu'il aime bien voir des vices derrière des vertus cachées, ou en tout cas un intérêt bien compris derrière des idéaux qui ont l'air comme ça très, très généreux. Bon. Donc il aime bien faire ça, et il aime bien aussi pratiquer ce qu'il appelle une philosophie historique, et qu'il oppose à une philosophie dogmatique. La philosophie dogmatique, elle prétend dire l'essence des choses. La philosophie historique, elle se demande d'où vient que les choses sont ce qu'elles sont. Donc il ne va pas demander qu'est-ce que la science, qu'est-ce que la justice, il va se demander mais d'où vient le point de vue scientifique sur le monde et comment est-ce qu'il a pu s'imposer, d'où vient la revendication de justice, quel est le type de volonté de puissance qui est à l'œuvre. Et il critique la science parce qu'il se dit qu'il y a là un besoin de sécurité qui est motivé par un affect qui est la peur. Il voit de la peur. Voilà en gros ce qu'il va reprocher à la science. Donc, ça semble quand même toujours un peu dur à débroussailler, même si on comprend l'idée générale. Croire en des faits, c'est quasiment un truc d'esclave. C'est un truc pour lui de volonté de puissance déclinante. C'est s'accrocher à la science parce qu'on a peur. C'est ça que ça veut dire? Oui, je crois qu'il y voit une sorte de peur de l'incertitude. C'est-à-dire que pour lui, l'homme fort, animé par une volonté de puissance ascendante, celui qui aime le risque et celui qui a besoin même d'un danger et de se confronter au danger pour avoir ce sentiment de croître en tant que force, cet homme-là, il a compris que le monde était animé par du changement incessant, par du devenir. Il était travaillé de l'intérieur par des contradictions, mais contradictions comprises comme des forces qui seraient dans une dynamique d'opposition. Et ça ne lui fait pas peur et il assume ça. Donc il n'a pas besoin de se réfugier dans une vérité objective qui serait le fin mot de ce qu'il y aurait à connaître. C'est là peut-être où on pense que Nietzsche, c'est toi qui me l'as dit, c'est vrai que les gens le disent souvent, il a souvent été considéré plus comme un poète ou un chaman qu'un philosophe. Parce que là, grosso modo, il est en train de dire un homme puissant, c'est un homme, si on lui montre un triangle avec 3 côtés, ça ne l'intéressera pas de dire qu'il a 3 côtés parce que c'est pas un truc qui est intéressant. Donc c'est contraire à la réalité, quoi. C'est une vision, quoi, un peu. C'est une perspective. Une perspective qui n'est jamais qu'une interprétation. L'interprétation n'étant jamais que le reflet de certains affects, d'une certaine qualité de volonté de puissance. Et ça, quand même, ça a influencé une grande partie de la philosophie du XXe siècle, non? À partir de la lecture qu'en ont fait Deleuze et Foucault, on peut dire que ce perspectivisme est devenu assez séduisant et même une mode dans l'intelligentsia française et puis ensuite américaine. Bon. Deleuze sort son bouquin sur Nietzsche en 1962 avec des interprétations qui sont brillantes. Hein. C'est vraiment un livre qui est éblouissant de clarté et de génie herméneutique. L'herméneutique, c'est l'art d'interpréter. Voilà. Et Deleuze est un merveilleux interprète. Mais j'ai parfois le sentiment, je ne suis pas le seul à avoir ce sentiment, qu'il en fait parfois un peu trop. En prétendant parler de Nietzsche, il parle souvent davantage de lui-même. Il fait du Deleuze, en fait. Notamment quand il parle de la volonté de puissance. Il va jusqu'à nier que la volonté de puissance chez Nietzsche, ce soit vraiment un vouloir la puissance, au sens d'une domination. Si. En allemand, je ne suis pas un excellent germaniste, mais Wille zur Macht, ça veut vraiment dire volonté de puissance. On veut une domination. On veut s'imposer par la force, en tant que je suis une force, en conflit avec d'autres forces. C'est une lutte de pouvoir.
Il n'y a pas d'autre manière d'interpréter plus subtile, moins dominatrice. Bon. Or, lui, il en fait quelque chose de plus doux, de plus subtil, qui serait moins axé sur l'opposition dominant-dominé. Pour donner qu'un exemple, hein, voilà. Tu as dit, Nietzsche était d'abord vu comme un visionnaire, comme un poète. Il était d'abord lu par des esprits littéraires, par des romanciers, aussi bien en Allemagne qu'en France. Mais c'est à partir des années 60 en France que, avec Deleuze et avec Foucault, Nietzsche fait son entrée dans le Hall of Fame de la Philosophia Perennis. Parce que c'est peut-être Foucault aussi qui, ici, a fait basculer le côté très séduisant du perspectivisme de Nietzsche. Enfin, elle a fait basculer, elle l'a rendu séduisant, pardon. 2 ans après le bouquin de Deleuze, il est invité à un colloque, le colloque de Royaumont, donc qui a lieu en 64, et on lui demande de faire une conférence sur les maîtres du soupçon, à savoir Marx, Nietzsche et Freud. Les maîtres du soupçon, je crois que c'est Ricoeur qui les appelle comme ça, en reprenant une formule empruntée à Nietzsche lui-même. Nietzsche parlait de l'école du soupçon. Ce sont des maîtres du soupçon en ceci qu'ils savent détecter les motifs réels de nos actions derrière les motifs dont nous avons conscience. Donc, aux yeux de Marx, à l'origine de notre positionnement politique, il y a tout simplement une appartenance de classe, comprise dans l'horizon d'une lutte des classes. Okay, à l'origine de nos pensées et de nos conduites, il n'y a pas les motifs conscients dont nous pouvons nous vanter, pense Freud, mais il y aurait un désir inconscient, essentiellement d'essence sexuelle. Voilà. Et Foucault accepte. Sauf que il va un peu décaler le propos. Il ne va pas présenter Marx, Nietzsche et Freud comme des philosophes qui vont critiquer les philosophies de la conscience, ou des penseurs qui vont critiquer les philosophies de la conscience. Il va plutôt en faire des techniciens de l'interprétation. Parce que Marx, Nietzsche et Freud proposent des conduites humaines, des institutions humaines, une nouvelle interprétation que l'interprétation classique. Sauf qu'à ce petit jeu-là, c'est Nietzsche qui va sortir vainqueur. Pourquoi ? Parce que du point de vue de l'herméneutique, de l'art d'interpréter, aussi bien Marx que Freud apparaissent comme des lourdeaux par rapport à Nietzsche. Tout simplement parce que d'un point de vue marxiste ou d'un point de vue freudien, bien sûr qu'il s'agit d'interpréter. Mais il y a une interprétation qui serait vraie. L'un et l'autre croient encore qu'une interprétation est la bonne. Une interprétation qui mettrait fin à l'interprétation. Maintenant, on arrête d'interpréter parce qu'on est dans le vrai. On est dans le vrai dans la psychanalyse parce qu'on aurait enfin mis le doigt sur la névrose qui expliquerait le comportement du patient, ou d'un point de vue marxiste, on aurait mis le doigt sur l'appartenance de classe qui explique telle ou telle sensibilité. Bon. Alors que Nietzsche, pas du tout. Ce qui distingue Marx, Freud de Nietzsche, c'est que Marx et Freud sont aussi des fondateurs d'ordre institutionnel, même malgré eux en fait. Adhérer à Marx ou adhérer à Freud, c'est pas seulement partager leurs idées, c'est aussi, pour Marx, adhérer au Parti communiste ou à des luttes syndicales, et d'un point de vue freudien, c'est aussi soit être psychanalyste soi-même, c'est-à-dire adopter une orthodoxie de la pratique thérapeutique, appartenir à une corporation médicale, etc. Tandis que si je suis nietzschéen, je n'appartiens pas à un corps de métier. Et je ne dois donc pas partager une orthodoxie avec des militants qui seraient mes collègues de combat ou mes collègues de métier. Donc tu veux dire que Freud et Marx inventent des grilles de lecture, même dans le soupçon, des grilles de lecture qui permettent d'expliquer le monde, mais qu'avec Nietzsche, on est encore moins avancé, quoi. Que être un homme nietzschéen, tout est interprétable, il est grand vainqueur parce que quelque part, il y a encore moins de réponses et c'est encore plus anarchique. Foucault présente ça comme une joyeuse libération. En fait, il nous présente une sorte de Nietzsche talmudiste, en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait se livrer à une interprétation à l'infini. Il faut envisager tous les faits comme des interprétations, eux-mêmes interprétables à l'infini. Et ne pas avoir peur de cette interprétation à l'infini. Vouloir donner autorité à une interprétation en prétendant que c'est la bonne, que c'est la vraie,
ce serait être animé par l'affect de peur dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas accepter, ne pas être capable de vivre avec un certain degré d'incertitude, ne pas assumer une forme de chaos du réel qui ferait qu'on ne peut jamais se reposer définitivement dans une interprétation. Il faudrait toujours, à nouveau frais, interpréter. Donc, il envisage ça comme une joyeuse libération, et il oppose alors l'herméneutique, donc l'art d'interpréter, à ce qu'il appelle la sémiologie. La sémiologie, ce serait l'étude des signes, mais ce serait en même temps une mort des signes, parce qu'il y aurait un signe qui mettrait fin à l'interprétation. Et donc, cette idée de Nietzsche, donc appelons ça ce perspectivisme, cet art d'interpréter, il se diffuse peut-être chez Derrida, chez les philosophes modernes, et donc cette idée que nos connaissances sont contingentes, qu'elles auraient pu ne pas exister. Donc c'est à partir de Nietzsche que peut-être qu'on arrive à des trucs qui se rapprochaient du relativisme culturel, voire du wokisme. Oui, là on peut faire une filiation. En effet. Je pourrais dire qu'on peut ici philosopher avec Nietzsche contre Nietzsche. C'est-à-dire qu'on pourrait opérer une généalogie. J'ai le sentiment que dans cet attrait que l'on peut éprouver pour ce relativisme, pour cette interprétation à l'infini, il y a là aussi un affect qui est la peur. Une sorte de crainte paranoïaque de voir sa liberté individuelle entravée par un discours qui ferait autorité. Et c'est pour ça aussi que le Nietzsche anti-science peut être séduisant. Parce que du point de vue du respect très facilement offensable de ma liberté individuelle, je n'aime pas la science. Parce que la science, c'est quelque chose qui met fin au débat. La science, elle est... Et c'est quelque chose que Nietzsche a mal compris d'ailleurs. Quand il fait, là je vous une parenthèse, quand il fait du savant quelqu'un qui est animé surtout par son amour-propre. Il y a des textes de Nietzsche là-dessus, où il dit le savant, quelqu'un de médiocre, quelqu'un qui a une vision étriquée du réel, donc uniquement mathématisable, quantitative, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il est animé par de l'amour-propre. Et c'est pas faux, le scientifique n'est pas en lui-même plus objectif que les autres. Mais l'institution qu'est la science, il ne faut pas oublier que la science, c'est quelque chose de collectif. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parce que quand on nous enseigne la science, évidemment, pour que ce soit un peu plus sexy, on insiste sur les héros de la science. Galilée, Einstein, et on fait comme si, seuls contre tous, ils avaient découvert la vérité. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Chacun est juché sur des épaules de géants. Et chacun a été entendu parce que finalement, il est validé par la communauté scientifique. C'est quelque chose d'éminemment collectif. La science, c'est un champ social. Donc, il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations, dit-il. Bah si, il y a des faits. Il y a des faits dont la science peut rendre compte. Et il est faux de considérer que le scientifique serait quelqu'un qui aurait du mal à assumer le caractère chaotique du réel, le caractère conflictuel. Non, s'il y a des conflits, la science peut en rendre compte. C'est la science qui a pondu la théorie de l'évolution de Darwin. Bon, donc l'idée du struggle for life chez Darwin, c'est quelque chose avec quoi les scientifiques ne sont pas du tout fâchés. Donc ici, il exagère. Bon, faut que je rajoute deux choses pour critiquer Nietzsche. Il généralise des cas particuliers, en fait. Il fait de la mauvaise métaphysique au sens où lui-même l'a dénoncé dans certains de ses écrits, en généralisant à outrance. En disant il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations, il fait comme si à chaque fois qu'on portait notre regard sur le réel, c'était parce qu'on interprète le réel. Alors, il nous arrive d'interpréter. Interpréter, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire donner un sens à des signes. Et cette donation de sens, quand on interprète, ça nécessite un effort intellectuel. Il faut se battre pour faire valoir une hypothèse, ok ? Ça prend du temps.
Mais il y a une autre manière, beaucoup plus fréquente, beaucoup plus courante, de donner du sens à des signes. Ça s'appelle comprendre. Et en fait, Nietzsche, il fait de cette exception qu'est l'interprétation une généralité. Alors qu'en général, quand on donne un sens à un signe, c'est qu'on le comprend, tout simplement. Et c'est très spontané. Et ce n'est pas que l'expression de la qualité de ma volonté de puissance. C'est simplement ma capacité à ouvrir les yeux et à capter ce que je vois. Donc, tu veux dire qu'il y a une multitude de signes qui existent hors interprétation. Exactement. Simplement parce qu'on les comprend. Et ce n'est pas la peine de voir une interprétation là où il n'y en a pas, c'est-à-dire de faire comme si tous les signes étaient le reflet d'une force qui n'est pas elle-même à comprendre seulement d'un point de vue quantitatif, comme une domination, une recherche de domination, mais même d'un point de vue qualitatif, comme étant active ou réactive. Là, on est dans c'est du Nietzsche lu par Deleuze, mais qui est très proche des derniers textes de Nietzsche. Deuxième chose qui me surprend de plus en plus, quand je lis certains textes de Nietzsche, il critique une confusion qu'on ferait entre le vrai et l'utile. Il dit on a trop tendance à considérer qu'une représentation qui nous est utile est vraie. Alors je suis d'accord avec lui pour dire que certaines représentations fausses peuvent être utiles. Ça peut nous arranger de nous raconter des histoires. Ça peut nous faire du bien. Et des fois même, par un jeu de circonstances, il peut se faire que, de façon très heureuse, en comprenant mal ce à quoi on a affaire, on s'en sorte quand même. Mais en général, c'est parce qu'une représentation est vraie que l'action appuyée sur cette représentation peut être utile. C'est ça l'essence du pragmatisme. Je ne peux pas gagner un jeu si je ne comprends pas les règles. C'est parce que je pige ce à quoi j'ai affaire que je peux le manipuler à ma guise. Donc, c'est parce qu'une représentation est vraie qu'elle peut m'être utile, parce qu'elle mord sur le réel. Donc là aussi, il fait d'une exception une généralité, et j'aurais du mal à le suivre. Ok. On a un peu choisi volontairement de prendre une phrase polémique de Nietzsche, donc les faits et leur interprétation. On trouve ça poétique, intéressant, mais on a l'impression qu'en 2024, ça résiste difficilement aux faits. Donc, il n'y aurait pas de faits. Il mélange ça avec la sécurité, la peur, la volonté de puissance ascendante ou déclinante. Donc, c'est une construction qui nous semble attaquable. Donc, on n'est pas spécialement d'accord, mais on trouve ça intéressant. Donc, comment tu conclurais, toi ? Je dirais pour ma part que cette petite réflexion sur la formule de Nietzsche nous aide à voir à quel point il est difficile de renoncer à l'idée de vérité objective. Et d'autre part, ça m'inspire aussi l'idée que ce qui rend le perspectivisme de Nietzsche sympathique, c'est peut-être une certaine conception de la démocratie moderne. Parce qu'on se dit que la démocratie, c'est le lieu du pluralisme. Et le pluralisme n'est viable que si on tolère les opinions qui ne sont pas les nôtres. Et de ce point de vue-là, le perspectivisme est très sympathique. Or, discuter politiquement de certaines lois, c'est une chose, certainement très bonne, bien que Nietzsche, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, la juge très mauvaise, parce que lui, il est très aristocratique, très antidémocratique. C'est aussi ce qu'il reproche à la science, d'ailleurs. Il accuse d'être démocratique. Parce qu'une fois qu'une chose est démontrée, elle peut être comprise par tout le monde. Bon. Et il dit aussi, on n'est pas à une contradiction près, que tout ce qui prend la peine d'être démontré ou qui a besoin d'être démontré ne vaut pas grand-chose. Or, le pluralisme des opinions ne va pas en contradiction avec l'idée d'une vérité objective sur laquelle on doit se mettre d'accord. Si j'ai pour opinion qu'il y a une injustice, il va falloir que je le prouve. Il va falloir que je montre que quelqu'un a escroqué quelqu'un d'autre, que quelqu'un s'est livré à une violence physique sur quelqu'un d'autre. Donc, si je fais abstraction des faits, je ne peux plus revendiquer une émancipation, je ne peux plus m'indigner de ceci qu'il y aurait eu une injustice.
Donc, même ceux qui, en s'inspirant du perspectivisme de Nietzsche, veulent lutter contre toutes sortes de discriminations, ben, ces personnes-là ont besoin de l'idée de vérité objective, simplement pour montrer qu'elles sont dans leur bon droit et qu'elles ont raison de dénoncer certaines injustices. On est d'accord que ce perspectivisme, en quelque sorte, c'est une espèce de démocratisation ultime qui doit séduire pas mal de professeurs parce que ça détruit sur le papier toute violence symbolique, puisque tout se vaut plus ou moins. Il n'y aura pas de grand savoir imposé par une classe élitiste à ces sujets. Oui, voilà, c'est une sorte d'hypertolérance en fait. On a peur de s'imposer, de faire violence, et du coup, on fait comme si tout se valait. Merci. Je t'en prie.